Bonjour, bonjour. Bonjour peuples africains. Bonjour les peuples Congo. Bienvenue à la chaîne de la vérité. SK Congo. Congo mon pays. Voilà. Ça, ici, c'est la chaîne de la vérité sans filtre, sans aller dans les laboratoires, sans respect de la déontologie. Je n'ai pas de ligne de la déontologie à suivre parce que cette ligne déontologique de la déontologie journalistique n'est qu'un mensonge. C'est une ligne de pouvoir manipuler les peuples dans leur propre vérité à eux, parce que eux ils croient ils sont véridiques. C'est une ici, c'est les informations. Je vous donne les informations crues. Je vous donne les informations telles qu'elles sont. Je vous donne l'information, c'est pas euh, pour me faire aimer par vous ou par qui que ce soit, mais c'est pour que notre peuple soit informé. Parce que nous autres, là, nous avons été brimés par la vraie information. Nous avons applaudi les gens qui étaient nos ennemis. Nous avons soutenu les gens qui étaient nos assassins, les gens qui ont tué nos parents, les gens qui avaient fait le plan Mouebara pour tuer nos parents, les gens qui avaient fait le plan pour exterminer notre peuple, les gens qui ont fait leur conférence de Berlin en absence de nos parents à diviser notre continent. Tout cela, comme l'histoire, on ne peut pas faire le présent sans le passé. Et le passé, le passé, c'est notre histoire. Et donc, pour avancer, il faut que nous sachions ce qui s'est passé avant pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc, moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la gouverneure d'un Pangala. Je suis là pour venir vous apporter des messages, des vraies informations et éduquer le peuple à qui on a privé de l'éducation, à qui on a brisé le système éducatif, des mamans à qui qu'on humilie dans nos pays, aller accoucher dans des conditions difficiles, notre jeunesse abandonnée à eux-mêmes, nos parents qui ont travaillé aujourd'hui vivent dans l'humiliation, euh, à qui ne perçoivent pas leur dû, nos parents africains qui ont combattu euh, euh, contre pour libérer la France, à qui on n'a pas récompensé leur dû. Alors tout ça, nous sommes là pour venir réveiller les consciences de ceux qui sont encore dans les médias mensongers, qui sont encore à suivre euh, les, les médias de la domination, les médias qui nous ont induits en erreur, les médias qui nous ont détournés de la vérité. Alors, peuples africains, peuple Congo, peuple du monde, je vous dis toujours que euh, on ne peut pas se cacher de la vérité et on ne peut pas faire une lutte sans connaître la vérité. Et cette vérité, vous allez jamais, jamais la trouver dans d'autres chaînes que dans aujourd'hui que nous sommes libres, parce que nous sommes libres. Les autres médias ne sont pas libres parce que ce sont les médias publics, ce sont les médias qui doivent respecter les règles du jeu des gangsters, les règles de jeu de la démocratie mensongère, de la justice à deux poids, deux mesures. Nous ne sommes pas euh, nous ne sommes pas dictés, nous ne sommes pas dictés à cette conduite-là. C'est pour ça que nous sommes tous en train de voir ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer en Israël, en Palestine. Mais avant qu'on puisse venir vous vendre juste l'image, parce que souvent ces occidentaux, ces médias vous parlent de l'action, de l'acte, de l'agissement, au moment même, mais ils ne vous parlent pas des sources.
Mais moi, maman Olga, je vais vous chercher les sources parce que je passe mon temps à aller chercher. Et puis moi, je suis quelqu'un, quand on vient me raconter l'histoire, même par amour de la personne, même quand j'aime la personne, même pour ma propre famille, je dois écouter et puis je dois analyser. Je me dis, mais pourquoi cette personne est arrivée est arrivée à ce point-là? Qu'est-ce qui a poussé la personne soit à s'énerver, soit à avoir une conduite euh, de bon, que d'autres personnes peuvent accuser, hein. Donc pour ça, je veux quand même vous passer des, un petit, des petits, comment, une petite vidéo pour voir pourquoi les Palestiniens sont arrivés à aller à faire l'acte. Parce que les gens, ils viennent seulement. Est-ce que, imaginez un peu quelqu'un qui se réveille chez lui, qui ne connaît personne, ne l'a agressé, qui n'a pas de problème avec son voisin, en prenant ça seulement comme ça, qui n'a pas de problème avec son voisin, mais qui vise à aller tuer son voisin sans problème. Si vous n'avez pas des antécédents, s'il n'y a pas quelque chose qui a fait que vous soyez en désaccord. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'accuser, d'indexer, de traiter les Palestiniens de tout, des terroristes, de tout ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qui a poussé ce peuple-là à agir ainsi? Pourquoi ce peuple-là n'a pas ciblé d'autres pays? Pourquoi ils n'ont pas ciblé d'autres pays? Ils ont ciblé que cela. Aujourd'hui, nous sommes au conflit, c'est un conflit territorial. Qui le refuse, qui l'accepte, mais nous savons tous que c'est des conflits territoriaux, c'est des conflits des terres. Nous sommes en train de vivre ça en Afrique. Aujourd'hui, les Occidentaux ont même le plan. Ce que les Palestiniens sont en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que on veut. Si nous ne nous battons pas aujourd'hui, nous les Africains, nous allons être dans la même situation que les Palestiniens. Parce qu'à l'est de la RDC, c'est ça qu'on est en train de leur faire. C'est d'autres nations, on a emmené d'autres nations pour aller observer le combat, les massacres qui sont en train de se faire à l'est de la RDC. Et cela est en train de s'étendre. C'est la même chose qu'on a fait au Sahel. Heureusement, aujourd'hui, nous avons eu des dignes fils de la nation, du continent africain, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme le général Tiani, à qui aujourd'hui, vous avez tous vu comment est-ce qu'on leur met les bâtons dans les roues, hein, vous avez vu. Qui eux, ils ont tué? Ces présidents-là, ils ont tué qui? Quel sang qu'ils ont versé en Afrique? Quel est leur malheur? Quel est le malheur qu'ils ont fait à leur peuple pour qu'ils soient aussi sanctionnés comme aujourd'hui on est en train de sanctionner les Palestiniens? Mais sans plus tarder, allons d'abord avec les images parce que nous devons faire l'histoire. Puisque la jeunesse d'aujourd'hui, on leur a privé de l'histoire, on leur a privé de l'éducation. D'ailleurs, on s'en fout de cette éducation parce que cette éducation était basée de mensonges, était basée d'une histoire falsifiée. Nous allons apprendre à nos enfants, à cette jeunesse, la vérité qui est en train de tourmenter, qui est en train de détruire, qui est en train de produire les guerres aujourd'hui. C'est les responsables, nous allons les indexer. Nous n'allons pas marcher parce qu'on n'est pas là pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil. D'ailleurs, moi, maman Olga, là où je suis, je n'ai pas peur de dire la vérité parce que le seul moment où j'aurais peut-être eu peur de dire la vérité ou indexer les responsables, si ces gens-là étaient les extraterrestres. Mais comme ce sont des individus comme moi, j'ai ni peur de ces présidents parce qu'ils sont nominés. Ce n'est qu'une nomination parce que ce sont des êtres humains comme moi, maman Olga. Donc, si j'ai la vérité à leur dire, si j'ai des choses, parce qu'eux-mêmes, ils ont déclaré, nous sommes nous sommes dans des pays de droits de l'homme, nous sommes dans les pays où on dit la vérité, où il y a libre expression, nous sommes au pays où il y a la démocratie, bien que nous ne croyons pas à cette démocratie, mais faisons quand même semblant de suivre les règles que eux-mêmes ils nous ont
montrer. Donc, par rapport au libre expression, hein, au freedom, comme on le dit aux États-Unis, bien qu'aujourd'hui nous comprenons que ce freedom-là n'existe pas, puisque à partir de la guerre de l'Ukraine, nous avons entendu comment ce que tous les Européens et les Occidentaux et les présidents d'ici nous ont fait savoir que si nous ne sommes pas avec eux, nous sommes leurs ennemis. Donc, ça veut dire que cette démocratie n'existe pas, ce freedom n'existe pas. Nous devons suivre leur mode de vie, leur mode de pensée, leur opinion, leur avis. Donc, nous ne sommes pas libres. Mais comme ces règles-là sont sur papier, je ne fais que suivre ça. J'exprime mon freedom, j'exprime mon avis, mon opinion, quitte à eux de respecter, parce que je ne fais que suivre leurs propres règles. Mais allons d'abord pour voir qu'est-ce qui a créé la source de ce qui a suscité la colère des Palestiniens. Parce qu'on ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire, parce que quand les Israéliens tuent, assiègent les Palestiniens, les terres occupées des Palestiniens, personne n'en parle. Personne n'en parle. N'oublions pas que aujourd'hui l'Israël est construit, est bâti sur les terres occupées des Palestiniens. Qui va accepter que vous avez pris un étranger chez vous, vous lui avez offert la chambre, après il veut la cuisine, après il veut tout, il veut le salon, il veut même plus que vous puissiez utiliser vos propres toilettes, donc il veut prendre le commandement. Qui va accepter ça? Même, je pense que les Américains ne vont pas accepter ça. Bien que eux-mêmes, ils savent comment est-ce qu'ils ont acquis ces terres américaines, mais ils ne vont pas accepter que quelqu'un d'autre vienne quelque part, de quelque part pour venir construire. Ils ne vont même pas accepter que même le Mexique qui est juste à côté, venir construire juste un cabinet, hein, des toilettes sur leur terre. Mais eux, ils ne veulent pas voir les autres se défendre et protéger leur terre. Voilà, nous allons quand même aller pour que les chers compatriotes, les chers matriotes, les peuples africains, notre jeunesse, nos mamans, avec nos petits Français, parce que eux, ils savent, ils ont su, comment dirais-je, pour ne pas que nous puissions connaître la vérité, pour eux, il fallait qu'on ait fait des études, des longues études, qu'on vienne avec un bon anglais, qu'on vienne avec un bon français pour qu'on puisse se comprendre. Mais nous avons pris le chemin le plus court. Nous parlons à notre peuple comme si on était à la maison, on était à la réunion de famille, dans une réunion de famille. Donc comprenez ce que maman Olga va vous dire, je vous le dis dans un langage simple et net et clair. Voilà ce que nous allons, nous allons, voilà, nous allons, je vais vous passer cette image. En octobre 2004, cela fait plus de 2 ans que la Moukata est assiégée par l'armée israélienne à Ramallah. Le bâtiment abrite l'autorité palestinienne. C'est ici que Yasser Arafat vit, isolé, reclus et prisonnier. Son état de santé s'est fortement dégradé. Il a 75 ans. Dans cette vidéo du 28 octobre, il apparaît affaibli. Les médecins tunisiens lui ont diagnostiqué une forte grippe. Mais les premiers soupçons d'empoisonnement commencent dans son entourage. Et ce même jour, sa femme, Soua, traverse la frontière par la Jordanie direction Ramallah. Après des semaines de tractations avec Israël, elle vient chercher son mari, qu'elle n'a pas vu depuis 2001, pour l'emmener avec elle à Paris. Le 29, Arafat, gravement malade, part de Ramallah en hélicoptère, rejoindre la Jordanie, où l'attend un avion médicalisé pour s'envoler vers la France. Il pense toujours pouvoir revenir en vie. Israël avait donné son accord. Hospitalisé à l'hôpital militaire de Percy en région parisienne, les spéculations vont bon train sur le mal inconnu qui finit par l'emporter le 11 novembre 2004. La France, alors sous la présidence de Jacques Chirac, va lui offrir un hommage officiel avec la présence du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay.
La dépouille du vieux leader palestinien est rapatriée en Cisjordanie. Il sera inhumé le 12 novembre à Ramallah et non pas à Jérusalem, comme ce fut son souhait, Israël ayant mis son veto. Vous avez entendu ça? Un chef de Palestine qui se fait enterrer en exil. Nous, au Congo, nous avons le même problème. Le président élu, Pascal Lissouba, s'est fait enterrer en France, en exil, alors que nous sommes dans un pays démocratique. Soi-disant, Denis Sassou Nguesso est élu démocratiquement. Mais il y a un président qui a vécu en exil en France, qui a été enterré en France. Et récemment, en 2021, un candidat aux élections présidentielles du Congo-Brazzaville, Guy Parfait Kolila, en pleine élection présidentielle, s'est fait empoisonner par les Mboshi, par Denis Sassou Nguesso, ceux qui occupent nos terres aujourd'hui, pour se faire enterrer en France. Toujours la France, le pays démocratique, le pays des droits de l'homme, le pays de la fraternité, égalité, travail. Ce pays-là, regardez, si nous allons décortiquer l'histoire, si nous allons puiser l'histoire, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura personne qui va écouter même les médias français. Personne ne va même être d'accord avec ce que la France fait subir au monde entier. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus où nous devons avoir peur. En fait, nous devons quitter la peur. Vous avez entendu ça, je veux vous le repasser encore, parce que ça, nos peuples doivent connaître que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, pour que quelqu'un quitte chez lui, aller attaquer un voisin ou aller attaquer un pays quelconque, c'est qu'il y a déjà des antécédents. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler comme ils ont dit pour la Russie. Ah, Poutine a été attaqué. L'Ukraine se fait attaquer, il faut que nous puissions agir. Aujourd'hui, nous voyons la même chose. Mais ils ne nous parlent pas de la source. D'où vient la source? Pourquoi? Et beaucoup de gens vont dans cet engouement. Juste, oui, les Occidentaux ont dit un pays qui se fait attaquer. Un pays qui se fait attaquer. Mais pourquoi? Mais personne ne pose la question du pourquoi. Pourquoi quelqu'un peut être là, un pays peut se réveiller ou un président peut aller bombarder ou peut aller attaquer? Si ce n'est pas pour défendre ces terres. C'est comme nous aujourd'hui, les peuples Congo. Aujourd'hui, ce qui est arrivé en Palestine, ça va arriver au Congo. Ça va arriver au Congo parce que ça fait des décennies qu'on se fait massacrer par les Mboshi, qui sont soutenus par la France. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre un génocide aux yeux de tout le monde. Nous sommes en train de vivre des massacres, un pays qui se fait piloter par les hélicoptères. On est allé chercher des pilotes en Ukraine pour venir massacrer les peuples congolais sur leur propre terre. Un jour, quand nous allons avoir les armes pour se défendre, nous allons agir de la même façon que les Palestiniens ont fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer. On n'a pas besoin de bouger. Mais nous allons la voir. Et vous allez voir que qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que là, les massacres de Denis Sassou Nguesso, ils n'en parlent pas. Comment on appelle, le génocide de Denis Sassou Nguesso, on n'en parle pas. Bien qu'ils l'ont même avoué, fiers qu'ils sont, en nous parlant que voilà, nous avons tué dans le sud, le ciel n'est pas tombé. Et nous, quand nous allons faire la contre-offensive, ils vont commencer à parler, oui, la xénophobie va sortir à ce moment-là, ils vont parler des terroristes, les Congos terroristes, et comme ils ont le plan de vouloir exterminer le peuple Congo, ça serait une occasion pour eux de venir avec leurs armes, tirer sur tous les Congos qui vont bouger, en traitant les Congos des terroristes, alors que nous avons vécu, nous ne connaissons pas le terrorisme chez nous. C'est eux qui sont venus,
qui ont mené les tribalismes même chez nous. Mais nous, quand nous allons agir, parce que là, ça fait des décennies que nous sommes en train de se faire massacrer. Ça fait des décennies, nous allons... Il y a ça. Vous avez vu ça? Ça, c'est... Lisez ça. Lisez ça. Ça, c'est la signature de Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu? Ça, c'est la signature de Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu ça? Le plan Mouebara, depuis 1999. Ça, c'est ce qui est écrit. Hein. Mais avant ça, les plans qu'ils avaient fait depuis quand ils sont allés chercher Denis Sassou Nguesso sur ces terres pour les ramener au Congo-Brazzaville, l'entretenir jusqu'à lui donner une nationalité qui n'était pas le sien pour qu'il puisse commander dans notre pays. Regardez le plan Mouebara. Le plan Mouebara. Vous allez voir que le plan Mouebara, ils sont allés chercher même les Rwandais. Vous avez vu ça? Pour vous dire, ça c'est en train de se faire au vu de ceux qui viennent nous prôner la démocratie, la justice et l'égalité, le droit de l'homme. Voilà. Voilà. En 3 pages. Et là, c'est toujours la même signature de Denis Sassou Nguesso. Le plan Mouebara. D'où personne n'en parle. Regardez la signature. Regardez la signature. Regardez la signature. Regardez. Donc, le plan Mouebara, ceux qui nous font les leçons de morale n'en parlent pas. Mais quand les Congos vont agir, c'est là qu'ils vont dire que non, voilà, les Congos, les Mboshi se font attaquer par les Congos. Mais alors que les massacres, le génocide a commencé depuis longtemps. Je vais encore vous passer l'histoire de la Palestine, dont personne ne vous parle. Your family deserves clean, fresh water from every tap, and nothing. Voilà. En octobre 2004, cela fait plus de 2 ans que la Moukata est assiégée par l'armée israélienne à Ramallah. Le bâtiment abrite l'autorité palestinienne. C'est ici que Yasser Arafat vit, isolé, reclus et prisonnier. Son état de santé s'est fortement dégradé. Il a 75 ans. Dans cette vidéo du 28 octobre, il apparaît affaibli. Les médecins tunisiens lui ont diagnostiqué une forte grippe. Mais les premiers soupçons d'empoisonnement commencent dans son entourage. Et ce même jour, sa femme, Soua, traverse la frontière par la Jordanie direction Ramallah. Après des semaines de tractation avec Israël, elle vient chercher son mari, qu'elle n'a pas vu depuis 2001, pour l'emmener avec elle à Paris. Le 29, Arafat, gravement malade, part de Ramallah en hélicoptère, rejoindre la Jordanie, où l'attend un avion médicalisé pour s'envoler vers la France. Il pense toujours pouvoir revenir en vie. Israël avait donné son accord. Hospitalisé à l'hôpital militaire de Percy en région parisienne, les spéculations vont bon train sur le mal inconnu qui finit par l'emporter le 11 novembre 2004. La France, alors sous la présidence de Jacques Chirac, va lui offrir un hommage officiel avec la présence du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. La dépouille du vieux leader palestinien est rapatriée en Cisjordanie. Il sera inhumé le 12 novembre à Ramallah et non pas à Jérusalem, comme ce fut son souhait, Israël ayant mis son veto. Voilà. Ça, c'est le problème des terres. Et là, il parle. Attends. Qu'est-ce qu'ils disent là? Dire ce matin par son porte-parole qu'il avait bien l'intention désormais de s'installer à Gaza. En effet, après un voyage à Paris au milieu de cette semaine, il retournera donc aussi Écoutez ça aussi. Palestinien. Cette nuit, c'est à notre envoyé spécial, Gérard Sebag, que Yasser Arafat a accordé un entretien
le sol de toute la presse audiovisuelle française. 4 jours après son retour, il fait le point de ses intentions, mais aussi de son émotion. Est-ce que vous réalisez pleinement que vous êtes en Palestine? Oui, oui, je le sens. Je le sens bien avec mon cœur, avec ma conscience, avec mon esprit. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 68, Vous vous rendez au compte? moment de l'occupation. Clandestinement, ici et sur la rive occidentale du Jourdain. C'est vrai, c'est connu, on me suivait ici et sur la rive occidentale du Jourdain. Mais ils n'ont jamais réussi à m'arrêter. Et quelle a été votre première impression en arrivant? J'ai prié, j'ai embrassé la terre. N'oublions pas, c'est la Terre Sainte. C'est la Terre Sainte. C'est la Palestine. Et lorsque vous êtes parti en exil, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous reviendriez? Je vais vous raconter une histoire. Après avoir quitté Beyrouth, Oui, c'était en 82, j'étais avec vous. vous vous rappelez? Oui, nous avons quitté Beyrouth. Et puis, j'ai visité Moscou. C'était au temps d'Andropov. Il m'a demandé, alors Arafat, qu'est-ce que vous allez faire après avoir quitté Beyrouth? Et je lui ai dit que j'avais l'intention de rentrer chez moi en Palestine. Voilà. Et il était stupéfait. Mais comment? Je lui ai dit, tiens, il semblerait que le KGB ne soit pas très bien informé du fait que j'entends rentrer chez moi en Palestine. Et nous voilà. Voilà, l'intifada, après 7 ans, nous sommes ici. Nous avons fait la paix des braves. La paix des braves. Entre moi et M. Rabin. Ce n'est pas qu'une signature. Non. C'est bien plus profond, c'est bien plus important. C'est un accord historique. Historique, c'est la paix des braves. Et dans votre histoire, est-ce que vous avez eu un moment dur à vivre, plus dur que les autres? Un moment, 2, 10 moments, ma vie tout entière est très difficile. Mais là, maintenant, ce n'est encore qu'une première étape. Bien sûr, ça, c'est un premier pas. Vous savez, le voyage de 1000 km commence par un pas. Et la deuxième étape? Il va falloir travailler dur pour mettre en place notre infrastructure. Il faut construire, développer notre pays, parce que vous le savez, toute notre infrastructure a été détruite par l'occupation. Vous avez entendu? L'occupation. Nous recommençons à zéro. Voyez, vous êtes ici sur la bande de Gaza, vous connaissez la misère qui règne ici, vous la voyez bien. Même l'eau que vous buvez pose problème. Tout pose problème. Dans tout élément de notre infrastructure, il y a des problèmes. Donc, il nous faut l'aide de nos frères et de nos amis, partout. Et nous sommes certains que nous l'aurons. Quand vous installerez-vous définitivement à Jéricho? Je suis ici. Je suis installé définitivement ici à Gaza, à Jéricho, et dans 3 mois, dans le reste de la rive occidentale du Jourdain, d'après l'accord. Mais vous songez, paraît-il, à aller prier à Jérusalem. Vous devez demander la permission aux Israéliens. Que pensez-vous de cela? J'ai le droit d'aller y prier. Personne ne peut m'empêcher maintenant d'aller prier à Jérusalem. Mais n'oublions pas, d'après l'accord, il reste 5 points qui devraient être discutés le plus vite possible et pas après le début de la 3e année après la signature. L'un de ces points, c'est Jérusalem. Mais maintenant, vous allez à Jéricho, vous n'allez pas à Jérusalem pour prier. Quand je déciderai d'y aller, j'irai. Mais je n'ai pas encore décidé d'y aller. Vous avez entendu ça?
un chef de son État qui est obligé de vivre en clandestinité pour son propre pays. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se battre pour ses terres. Et nous avons tous suivi que Israël est sur les terres occupées. Ils ont détruit la Palestine. Et là, quand on vient vous parler, quand les autres ripostent, les Palestiniens ripostent, vous croyez que quand vous voyez votre pays qui est en train de se faire, qui est occupé par les étrangers, et ces étrangers vous tuent, à qui on a donné les armes? Parce que l'Israël aujourd'hui, n'oublions pas, on dit toujours que l'Israël a l'armée sophistiquée, a une armée très équipée. L'Israël, autour de tous ces pays-là, à qui on a, le pays à qui on a accordé l'arme nucléaire, c'est Israël. Mais pendant que Israël est celui qui est en train d'occuper les terres des autres. Et ça, si nous ne nous battons pas aujourd'hui, nous allons avoir le même problème en Afrique. Ils veulent remplacer les peuples africains par d'autres races, par d'autres populations. Voilà pourquoi nos dignes fils présidents aujourd'hui sont sanctionnés, à qui on veut éliminer. Thomas Sankara avait été assassiné à cause de son franc-parler, parce qu'il défendait son peuple, il défendait ses terres. Donc n'oublions pas que les guerres aujourd'hui, quand on vient nous parler, les gens vont se réveiller, que les gens ont tiré, parce que ces mêmes armes-là, ce sont eux-mêmes aussi qui fournissent les armes à ces peuples pour aller tirer sur les autres. Mais quand vous n'allez pas, quand vous êtes contre leurs intérêts, eh bien vous êtes les ennemis, vous êtes les terroristes, on vous inflige tous les noms possibles. Pendant ce temps, c'est eux qui sont les terroristes. Quand eux, ils tuent des peuples, des populations pendant des années, pendant des décennies, personne, ils ont pas de nom. Ils se défendent. Pour eux, ils se défendent. Aujourd'hui, écoutez même les propos de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, ce monsieur, il mérite être ligoté devant tout le monde. Il mérite être quelqu'un qu'on va tuer devant le monde entier. Parce que Bernard Lévy, maintenant, nous ne savons même pas si c'est un philosophe ou c'est un politicien ou c'est un terroriste. Mais moi, je veux dire que Bernard Lévy, c'est un terroriste. Bernard Lévy, c'est celui qui est en train qui soutient des guerres. On ne sait pas combien qui gagne dans ces guerres-là. Parce que quand il y a eu la guerre en Irak, Bernard Lévy a été à Mossoul, je ne sais pas, à Kazou, enfin, un pays de l'Irak. Quand il y a eu la guerre, la destruction de la Libye, Bernard-Henri Lévy a été responsable. Quand il y a eu la guerre en Iran, lui, il est responsable. Donc, il est responsable dans tous les conflits qui se passent dans le monde. Et vous avez vu même les propos qu'il a eus pour Vladimir Poutine. Vous avez vu les propos. Pour lui, tout le monde doit être, si vous n'allez pas dans le sens à Bernard Lévy, vous êtes un djihadiste, vous êtes un terroriste, vous êtes quelqu'un à qui on va briser la colonne vertébrale. Voilà les propos, ou assassiner, les propos de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, c'est, je pense, vous avez peur de le dire, voilà. Bernard-Henri Lévy, c'est un juif français. Un juif français aujourd'hui, vous avez vu comment il a couru, c'est la personne aujourd'hui qu'on a donné toutes les interviews possibles dans les médias instrumentalisés, dans les médias des gangsters, pour venir parler, pour venir défendre la cause des Israéliens. Mais est-ce qu'en parlant de la cause, défendre la cause des Israéliens, il est reparti en arrière? Il nous a parlé de Yasser Arafat qui défendait ces terres, à qui on a assassiné, qu'on a tué, qu'on a empoisonné, et qui ne pouvait pas se soigner dans ces terres. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Mais nous allons vous obliger, nous allons ramener la vérité au présent pour que nos peuples sachent qui vous êtes. Bernard-Henri Lévy, c'est un terroriste. Bernard-Henri Lévy, c'est celui qui suscite tout le désordre dans le monde. Donc, si nous avons la possibilité, c'est la personne à abattre. Je vais vous passer l'interview
de Bernard-Henri Lévy. Comment est-ce qu'il a envahi, comment est-ce qu'on lui a donné, comment est-ce qu'il a envahi, il a envahi les médias. Donc aujourd'hui, Monsieur Bernard-Henri Lévy, c'est celui qui doit donner qu'est-ce qu'il faut faire, parce que de toute façon, même pour la Russie, c'est lui qui disait, c'est lui qui est passé à la télé pour dire que Poutine était un dictateur. Mais Bernard-Henri Lévy était un dictateur. Parce que pour toi, si les gens ne sont pas de ton opinion, ce sont des dictateurs. Pour toi, si les gens n'agréent pas avec toi, ne sont pas en accord avec toi, ce sont des terroristes. Mais un vrai terroriste, c'est toi. Regarde tes propos, toi, Bernard-Henri Lévy, les propos que tu fais. Quel est le conflit que toi, tu as déjà réglé à l'amiable? Quelle est la paix que toi, Bernard-Henri Lévy, tu as déjà ramené dans un conflit? Toi, Bernard Lévy. Si les gens, ils ont peur de te le dire, moi, maman Olga, je vais te le dire. Parce que tu es un être humain comme moi. J'aurais pas peur de toi. Parce que même si aujourd'hui vous anticipez ma mort, mais toi aussi tu vas mourir, tu ne seras pas une personne éternelle sur terre. Donc, avant que je puisse mourir, je vais tous vous dire la vérité. Sans exception. Je dirai la vérité pour tout le monde. Je vais vous dire vos 4 vérités. Même le président de ce pays. Même le président de ce pays, c'est fini l'heure où on était là en train de penser que vous êtes des présidents, vous êtes des intouchables. Nous devons vous dire la vérité, vous êtes des assassins. Aujourd'hui, tous ceux qui commandent le monde aujourd'hui, ce sont des assassins. Parce que quand quelqu'un veut défendre ses intérêts, vous êtes là à vouloir éliminer. Vous voulez taire tout le monde. Vous ne voulez pas entendre la vérité parce que la vérité blesse. Vous voulez étouffer la vérité. Pourquoi ça vous dérange que les peuples sachent la vérité? Pourquoi ça vous dérange? Mais aujourd'hui, à travers nos réseaux sociaux, nous viendrons dire la vérité à nos peuples. Nos peuples doivent savoir. Moi, maman Olga qui vous parle, je n'ai jamais tué qui que ce soit, même pas une mouche. J'ai même pas une mouche. Donc aujourd'hui, j'ai le droit de vous dénoncer, vous qui êtes responsable de la mort de nos parents, vous qui êtes responsable d'empoisonner les peuples, vous qui êtes responsable de refuser de l'eau potable au peuple, vous qui êtes responsable d'inciter à la haine. Parce que ton langage à toi, Bernard-Henri Lévy, tu penses que ça c'est un langage de paix? Ça c'est un langage de réconciliation? Oui, vous allez peut-être pas me répondre parce que je ne suis pas à votre niveau intellectuel, mais le niveau d'intelligence, je l'ai, hein. Le niveau d'intelligence de pensée, parce que là où vous êtes, vous me craignez, parce que vous savez que c'est celle qui réfléchit. Je ne suis pas une machine à qui vous donnez le droit de réfléchir comme vous. Moi, je réfléchis, je dors, je regarde et j'observe. Parce que je vous dépasse en intelligence. J'ai l'intelligence qui vient des cieux. Je ne suis pas celui que suit vos analyses, hein, vos analyses de la destruction. Vous êtes responsable, Bernard-Henri Lévy. Si personne ne vous le dit, moi, je vais te le dire. D'ailleurs, tu ne suscites même pas mon vouvoiement. Je vais vous passer le truc de Bernard-Henri Lévy. Oh là là, ne faites pas de ce bruit là quand même. Voilà, c'est ça. Regardez l'interview de Bernard-Henri Lévy. L'homme qui a des leçons à donner aux gens alors que lui-même, il est là, il profite sous les morts, les assassinats, les guerres. Il vit sur ça pour entretenir sa femme. Écoutez ça. L'armée d'un pape avec Bernard-Henri Lévy que je salue et qui se trouve en Israël ce soir. Écoutez ça. On vient voir dans une seconde
À 22h50 tout à l'heure également, nous serons avec nos envoyés spéciaux qui sont à Sderot ce soir, à Ashkelon notamment. Mais vous voyez cette carte, mais juste avant, l'information de la soirée, ça concerne la centaine d'otages enlevés par le Hamas samedi. Le Hamas menace d'en exécuter un pour chaque tir israélien sans préavis contre la population israélienne. Et parmi ces otages, on sait ce soir qu'il y a des Français, plusieurs, et notamment un petit garçon franco-israélien de 12 ans qui s'appelle Ethan. Quentin Bollier, on vous retrouve en direct de Tel Aviv pour BFM TV. Quentin, vous avez rencontré aujourd'hui des familles israéliennes qui sont en plein cauchemar et qui espèrent évidemment le retour de leurs proches enlevés. Oui, effectivement, on a pu rencontrer plusieurs familles d'Israéliens qui sont sans nouvelles de leurs proches. La plupart du temps, en fait, ils ne savent pas s'ils sont otages, s'ils ont été tués dans cette attaque terroriste de samedi et que leurs corps n'ont pas pu être retrouvés, n'ont pas pu être apportés dans des hôpitaux ou dans des morgues. Et il y a encore aujourd'hui des kibboutz, des villages, des endroits où des corps sont sur le sol et n'ont pas pu être récupérés parce que les combats sont encore en cours. Et donc oui, on a pu rencontrer des familles qui sont sans nouvelles et qui espèrent, en un sens peut-être, que leurs enfants soient otages et qu'ils vont pouvoir les récupérer si des échanges se font. C'était notamment l'espoir d'une maman qu'on a rencontrée. Elle, ce qui est compliqué, c'est que sa propre mère, âgée de 80 ans, est otage et sa fille, âgée de 12 ans, est otage aussi, ainsi que 3 autres membres de la famille. Je vous propose de l'écouter. J'ai appelé ma sœur qui habite. J'ai envie de vous passer. Ce que fait Israël déjà ce soir, c'est de se ressaisir, c'est de dépasser cet état de choc terrible dans lequel tous les observateurs l'ont trouvé hier. Moi, je suis dans le sud d'Israël, je suis à Sderot, à Ashkelon depuis hier soir, où je viens d'arriver à Tel Aviv. Et en effet, depuis hier soir, la situation a déjà changé. Il y a un élan patriotique, démocratique, un élan d'union sacrée dans Israël aujourd'hui qui a changé le paysage du pays avec la volonté de ramener les otages, de sauver les otages et de casser les reins du Hamas, qui est une organisation. Casser les reins du Hamas. Mais quand les Israéliens bombardent les Palestiniens, et depuis combien d'années, depuis des décennies, que les Israéliens bombardent la Palestine, les Israéliens ont obligé Yasser Arafat de vivre en exil parce qu'il défendait ses terres, parce qu'il protégeait son peuple. Là, personne n'en parle. Personne ne parle des dégâts, des massacres que les Israéliens créent auprès des Palestiniens. Mais quand ce sont les Palestiniens qui ripostent, voilà, il faut casser les reins, la colonne vertébrale des Palestiniens. Écoutez, celui qui est l'homme, le philosophe, qui est l'homme de la paix, qui est l'homme pour trouver des solutions pour des pays qui sont en conflit. Écoutez ça. Djihadiste et d'une sauvagerie absolue. Et cette histoire d'enfants otages, vous savez, la manière dont on traite les enfants, c'est un indicateur des tyrannies. Vous en avez un exemple en Ukraine avec Poutine. Aujourd'hui, voilà. l'histoire du petit État, mais eux, quand ils font ça, c'est Français de 12 ans qui a été séparé de ses parents et qui se trouve dans un lieu inconnu à Gaza et que l'on menace d'exécuter. Bernard Lévy peut nous parler, il parle des enfants qui sont tués, qui sont kidnappés, les enfants. Mais Bernard Lévy se rend compte de dégâts qu'eux, ils ont créés depuis 1883 en Afrique. Depuis 1983. Bernard Lévy peut venir nous parler des enfants qui meurent tous les jours dans la Méditerranée parce qu'ils sont allés détruire la Libye, parce qu'ils sont allés détruire le Sahel. Bernard Lévy peut nous parler de l'opération turquoise pour le génocide des Tutsis, que eux ils ont soutenu, que eux ils ont créé. Ils peuvent nous parler de ça. Bernard Lévy peut nous parler des milliers de personnes qui meurent
dans le Sahel avec leur opération Barkhane, Serval, Takuba. Ils peuvent nous parler de ça. Combien de personnes sont mortes dans le Sahel après que François Hollande est parti, soi-disant, à envoyer son armée là-bas pour aller protéger le peuple du Mali? Combien de personnes sont mortes? Ils viennent toujours nous parler de 52 personnes, de 52 soldats. Mais nous, combien? Pourquoi leurs bases militaires sont dans nos pays? Depuis que leurs bases militaires sont là-bas, ça nous a donné quoi? Ça nous a avancé en quoi? Ça nous a protégés en quoi? Pourquoi Bernard Lévy ne parle pas de ça? C'est pour vous dire, peuples africains, peuples du monde, nous sommes face aux terroristes démocratiques. Nous sommes face à une justice de 2 poids 2 mesures. Nous sommes face au terrorisme masqué sous la démocratie mensongère. Nous sommes face aux djihadistes parce qu'eux-mêmes ils donnent les noms, parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Masqués. Alors, peuples du monde, peuples africains, peuples Congo, soyons vigilants. Nous avons en face de nous les gens qui ont tenu les armes, qui viennent nous terroriser, qui veulent occuper nos terres au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Et là, pendant que nos peuples meurent, ils nous parlent des élections. Pendant que nos nations sont instables, ils nous parlent de la démocratie et des élections. Peuples du monde, peuples africains. Ne soyons plus les fanatiques. Quittons la peur. Revenons à la raison. Revenons à la raison. Le monde est en décadence. Le monde est en turbulence. Et si nous, le reste, à qui on veut imposer une vérité mensongère, on ne se lève pas. Nous serons des brebis égarées. Nous serons des brebis de ceux qui tiennent les armes pour venir nous tirer dessus. La Palestine n'a fait que se défendre. Repartons à l'histoire de la Palestine. On occupe leur terre. C'est un conflit territorial que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est partout au monde qui est en train de s'étendre. Avant, nous avons pensé que c'était seulement en Palestine. Mais aujourd'hui, vous allez voir, on va chercher les nations ailleurs pour imposer dans un autre pays. Nous sommes en train de vivre ça au Rwanda, au Congo Brazzaville. Le royaume Congo a été détruit par ces mêmes occidentaux pendant leur conférence de Berlin. Et aujourd'hui, on veut remplacer nos peuples Congo par les Rwandais. On veut remplacer nos peuples Congo par des étrangers. Et avec ça, ils ne veulent pas que nous puissions nous défendre. Regardez aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, un génocidaire, un Kagame, un génocidaire. C'est plus nouveau pour qui que ce soit. Nous savons tous le rôle que Kagame, Denis Sassou Nguesso, Ouattara, Macky Sall, Talon, tout ce monde-là est en train de jouer pour détruire notre continent, pour détruire notre Afrique. Et on ne veut pas que nos peuples puissent se défendre. On ne veut pas que les dignes qui ont plus de courage aujourd'hui puissent défendre ce peuple-là. Et quand nous avons des courageux comme des Assimi Goïta, Tiani, Traoré, qui se lèvent pour dire que nous n'allons pas exposer nos peuples, voilà que ce sont eux-là qui sont sanctionnés. Nous venons d'apprendre que l'Amérique, les États-Unis, a arrêté son aide au peuple du Niger. Mais ils n'ont qu'à garder leur aide. Leur aide a déjà, ça a apporté quoi au peuple nigérien, si ce n'était pas seulement à leur gouvernement qu'ils s'entretenaient pour garder les peuples sous le seuil de la pauvreté. Nous avons toujours entendu que le Niger est un pays pauvre, l'un des pays pauvres. Nous avons toujours entendu que l'Afrique est en voie de développement malgré leur aide. Alors, ils veulent se moquer de qui? Bernard-Henri Lévy mérite d'être ligoté.
Si vous avez peur de le lui dire, prenez ça, dites que maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala, dit que Bernard-Henri Lévy, c'est un génocidaire. Pourquoi Bernard Lévy a envahi les médias? Il est qui? Il est qui? Pourquoi? Toutes les chaînes que vous êtes en train d'ouvrir, c'est Bernard Lévy qui doit donner son avis. Bernard Lévy a déjà fait quoi? Bernard Lévy a déjà apporté quoi dans les conflits du monde? Si ce n'est pas pour venir faire son discours de domination, pour venir faire son discours comme si c'est lui qui peut dicter ce que les autres n'ont pas le droit de se défendre. C'est qui Bernard-Henri Lévy? C'est qui? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? À part ces livres, ils s'enrichissent au dos des guerres. Ils s'enrichissent au dos pour écrire ces livres, les livres selon des guerres qu'il a créé lui-même, qu'il a créé avec sa bande. Alors, peuples africains, vous devez savoir tout. Peuple Congo, vous devez savoir tout. N'ayez pas peur. C'est pour ça que je demande aux peuples africains, au peuple Congo, continuez à signer la pétition de la Fédération Congo, car ceci reste les preuves pour dire à quel point nous, les Congos, nous avons décidé de se libérer. On ne peut pas continuer à nous massacrer. On ne peut pas continuer à ravir nos terres. On ne peut pas continuer à vendre nos terres, à empoisonner nos peuples, à vouloir nous exterminer sans pourtant que nous puissions nous défendre. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire, c'est un self-défense. Nous sommes en train de se défendre et protéger nos peuples. Alors les peuples africains, les peuples congolais, n'allez plus regarder ces médias instrumentalisés. Vous allez suivre que ces médias, une fois qu'ils disent un média, une chaîne dit quelque chose, tous, ils font la même chose. Parce qu'ils doivent suivre leur déontologie journalistique. Ils ne doivent pas décevoir leur chef. Ils doivent dire ce que leur chef leur demande de dire. Mais nous autres, là, nous venons vous dire la vérité crue, sans filtre. Nous ne rentrons pas en laboratoire avec nos dires pour que quelqu'un nous dise ce que nous devons vous dire. Nous vous disons la vérité telle qu'elle est. Moi, maman Olga, je n'ai pas besoin de filtrer mon information envers vous parce que je sais, nous, on a été victimes de la vraie information. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans ces pays-là. Qui n'a pas envie d'être dans son pays? Qui n'a pas envie? Même vous autres là qui ne voulez pas vous battre. Hein? On dit toujours, mieux vaut avoir petit chez soi que avoir grand chez autrui. Moi, maman Olga, aujourd'hui, je suis ici, j'ai tout. Mais il me manque mon pays, il me manque ma terre, là où on a enterré mon cordon ombilical. Là où on a enterré mes grands-parents, là où on a enterré mes ancêtres. Vous, ça ne vous manque pas. Vous n'avez pas honte aujourd'hui quand vous mourrez, on vous enterre dans les terres des autres. Vous n'avez pas honte. Quand eux-mêmes, quand leurs militaires meurent à l'étranger, ils font revenir leurs militaires avec leur drapeau. Et vous, vous êtes fiers. Même aujourd'hui, je vois même que des gens sont fiers d'être... ils meurent dans nos pays et ils se font rapatrier dans les terres des autres. Mais ayez honte. Ayez honte. Moi, je dis ceci, même si je meurs ici, au lieu de m'enterrer ici, ça serait mieux de me brûler. Ça serait mieux de me brûler parce qu'au moins, vous allez peut-être ramener les cendres là dans mon pays. Voilà ce que j'ai à vous dire, peuples africains. Continuez à signer la pétition de la Fédération Congo. Continuez à soutenir ceux qui se battent pour les intérêts de nos peuples. Et seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours, le peuple conscient gagne toujours. Nous sommes là pour venir vous motiver, vous informer, vous éduquer. Nous ne sommes plus dans l'étape de la dénonciation, mais nous sommes là pour venir réveiller vos consciences. Alors, peuples africains, peuple Congo, ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala,
le mur de Mpangala, la gardienne du temple de Mpangala, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse abandonnée à eux-mêmes et peuples africains. Nous sommes ensemble, peuple Congo, nous sommes ensemble, continuez à signer la pétition. Mais Bernard-Henri Lévy, c'est un assassin. Bernard-Henri Lévy, c'est un génocidaire. Bernard-Henri Lévy, c'est un terroriste. Il mérite être, je vais dire le mot, mais vous savez tous, mon opinion à moi, envers tous ces gangsters, envers tous envers tous ces gens qui complotent contre l'existence des peuples du monde. Alors, ceci dit, nous sommes toujours là pour venir vous informer. À bon entendeur, salut. Merci au Conseil fédéral. Oh, j'allais oublier. Ramzi, j'ai répondu. Hein, tu attends ta réponse là-haut. En fait, quand vous allez dans mes commentaires, écrivez-moi que je vous réponde sur mon email que je vous avais communiqué et par rapport à l'email, nous pouvons communiquer. D'accord? Donc, Ramzi, merci à toi, merci de ton soutien. Monsieur Guy, hein, merci à toi. Je vous ai envoyé les informations que vous avez demandées. J'espère que vous allez le recevoir tel que c'est. Alors, pour la pétition en ligne, moi, je ne sais pas comment vous dirigez, mais la pétition en ligne, il faut contacter le gouverneur de Niadi ou le gouverneur de la Bouinza. La Bouinza Lekoumou, Bernard Pungui et Gervais Birangui. Mais moi, je vous envoie le lien. Si vous avez besoin de lien, je vous envoie le lien par email. D'accord? Nous sommes ensemble. Ici, c'est maman, votre maman qui se bat pour vous, qui va chercher les informations pour vous. Et pour lutter contre ces ennemis, nous devons être au courant de ce qui s'est passé. Nous devons être au courant du passé, du présent et savoir comment est-ce que nous allons aborder le futur. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Abou Kia.